Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler lors de ce midi à deux, pour parler du renouvellement de la démarche des écoquartiers pour lesquels nous souhaitons ardemment que les architectes conseils soient mobilisés et se mobilisent. Florence Drouy est du bureau AD4 de la DGALN. Elle va nous préciser son titre et son rôle, va nous faire cette présentation. Ensuite, nous vous invitons à poser toutes les questions que vous aurez besoin de poser pour que nous puissions discuter ensemble, échanger autour de ces notions. Donc, bienvenue donc à tous et merci pour votre présence. Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas de me donner la parole, ainsi qu'à mon collègue Colin Cauchois, qui interviendra aussi dans le cadre de la présentation, donc pour parler de la démarche écoquartier dans laquelle les architectes conseils et paysagistes de l'État sont impliqués depuis longtemps, mais certains découvrent. C'est pour ça que c'était important qu'on en parle aujourd'hui, d'autant plus qu'elle vient de se renouveler. Donc moi, effectivement, je suis Florence Drouy, la chef du bureau des villes et territoires durables. Donc c'est le bureau AD4 à la sous-direction de l'aménagement durable de la DGALN. Donc c'est le bureau qui historiquement pilote la démarche écoquartier, qui en fait a été lancée en 2009. On va commencer par un petit historique donc désolé pour ceux qui connaissent très bien, mais je pense que c'est utile pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la démarche. Elle a été lancée en fait par le ministère de l'écologie dans le cadre du plan Ville durable. Donc, elle a plus de 10 ans aujourd'hui et je le souligne parce que c'est assez rare comme longévité pour un dispositif ministériel. Comme je l'indique sur la diapositive, c'est une démarche évolutive, c'est important. L'idée, c'est bien pour cette démarche de s'inscrire dans une logique d'amélioration continue, comme on le recommande pour les projets qu'on accompagne. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit en quelque sorte aussi dans cette logique d'amélioration continue pour voir avec vous, donc un de nos partenaires, comment améliorer encore et réfléchir à des pistes d'amélioration de la démarche écoquartier. Donc, pour revenir un peu sur les prémices de la démarche, l'idée initiale, c'était vraiment de faire émerger des pionniers d'une nouvelle façon de fabriquer la ville et qui répondent bien sûr au principe du développement durable, avec l'ambition que ces pionniers provoqueraient ensuite un effet d'entraînement et diffuseraient dans les territoires. Et donc, dès le lancement de la démarche, c'est un autre point que je voudrais souligner tout particulièrement. L'idée, c'était vraiment avec cette nouvelle façon de concevoir un quartier, c'était bien qu'au-delà des objectifs, on va dire, de performance énergétique ou environnementale liés au bâtiment, mais voilà, on s'intéresse aux questions environnementales, aux questions de l'eau, des déchets, mais dès le début, on devait prendre en compte dans ces écoquartiers pionniers tous les sujets liés aussi au transport, à la densité, aux formes urbaines, à l'éco-construction, mais aussi au bien vivre ensemble, tout ce qui touche à la participation citoyenne. Donc ça, les écoquartiers, je pense qu'on peut dire qu'ils ont été précurseurs, en tout cas en France, de cette approche, comme on dit, intégratrice, qui croise à la fois les problématiques environnementales, économiques et sociales. Et donc au début, il y a eu des appels à projets auprès des collectivités en 2009, qui ont eu un grand succès, alors qu'il n'y avait rien à gagner, si ce n'est un accompagnement par l'ensemble des partenaires de la démarche. Mais face à l'engouement, dès 2011, en fait, on a co-construit avec les partenaires et avec des référents porteurs de projets. Et le CEREMA s'est beaucoup impliqué. On a co-construit donc un référentiel en 2011. Et on a lancé des campagnes à partir de 2013, des campagnes annuelles de labellisation. Je vais le préciser un petit peu plus tard. Ce que je précise tout de suite, c'est que cette démarche, elle elle repose pas sur une norme, qu'il n'y a pas de modèle unique. Ça, c'est depuis le début aussi la philosophie, puisque ça doit être des réponses adaptées à chaque contexte. Et tous les territoires sont concernés parce que quand je suis allée au séminaire avec vous à Zurich, j'ai pu discuter avec certains d'entre vous qui étaient surpris et pensaient que les écoquartiers, ça n'était que pour les métropoles ou en tout cas les grandes villes. Non, tous les territoires sont concernés.
Et par contre, bien sûr, on vérifie on vérifie, on apporte des recommandations et quand on labellise, on regarde les garanties de qualité qu'apporte le projet par rapport à un socle d'exigences qui sont complémentaires, bien sûr, des autres démarches de normalisation qui peuvent exister. Et donc, ce socle d'exigence, en fait, c'est ce qu'on appelle notre référentiel écoquartier, qui est une grille d'analyse, en fait, et de questionnement pour éclairer les porteurs de projets, éclairer un petit peu leurs choix et trouver des réponses contextualisées et adaptées, comme je le dis, je le répète, au contexte territorial. Donc, on l'a structuré depuis le début en 4 dimensions que vous voyez à l'écran. Donc, démarche et processus, c'est comment mettre en œuvre un projet qui réponde aux besoins de tous autour d'une gouvernance partagée. Une dimension cadre de vie et usage qui est plus sur comment améliorer le quotidien des habitants. La dimension développement territorial qui examine comment dynamiser le territoire et avoir une approche en termes de ressources locales. Et puis, bien sûr, une dimension environnement et climat pour répondre à l'urgence climatique et environnementale. Et donc, ces 4 dimensions sont déclinées en 20 engagements que vous voyez aussi à l'écran et qui couvrent donc l'ensemble des thématiques que j'ai évoquées, environnementales, sociales, économiques, et bien sûr aussi la gouvernance, et surtout dans une approche systémique. Ils sont numérotés, il y a 20 engagements, mais il n'y a pas d'ordre. L'idée, c'est pas que le porteur de projet les suive l'un après l'autre, et ça doit résonner, il doit en prendre connaissance, et ça doit résonner l'ensemble des 20 engagements les uns avec les autres. Et puis donc, bon, on y reviendra puisqu'on l'a renouvelé. D'un point de vue pratique aussi, on organise, comme je viens de le dire, chaque année des campagnes de labellisation, enfin une campagne de labellisation, durant laquelle on examine les candidatures avec 2 experts pour chacun des projets qui, bien sûr, font une visite sur site et examinent en fait les réponses aux 20 engagements. Et donc, avec une nouveauté, j'en parlerai maintenant, il y a des indicateurs. Et donc, il y a des commissions locales, puis nationales, qui décident de labelliser ou d'ajourner les candidatures. Et les lauréats reçoivent en fin d'année leur label à l'occasion d'une cérémonie en présence du ministre, soit de la transition écologique, soit côté logement, et donc du président de notre commission nationale écoquartier qui réunit tous les partenaires et à laquelle participe Aline Anouz qui vous représente. Et donc, pour évoquer juste la campagne de labellisation 2022, je dirais aussi un mot de celle de 2023 et vous donner un ordre de grandeur du nombre de candidatures par année. On a eu 37 nouveaux éco-projets en 2022. Je définirai un peu mieux tout à l'heure ce qu'est un éco-projet. 6 lauréats du label Écoquartier livré, donc là le quartier est terminé, et 2 lauréats du label Écoquartier vécu, c'est-à-dire 3 ans après 3 ans au moins après la fin de la livraison, où on regarde plus comment ils ont évalué la satisfaction et la réponse 3 ans après en termes de vécu aux exigences des 20 engagements par rapport au quartier. Et puis, on a eu en 2022, ce n'est pas le cas chaque année, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres pays qui s'intéressent au label écoquartier. Et donc, on a eu une labellisation d'un écoprojet en Colombie. Donc, c'était à un stade chantier. Et puis, un écoquartier labellisé à la dernière étape, donc non, à l'avant-dernière, pardon, livré au Japon. Voilà, on a un collègue qui, en particulier, fait le lien avec tous les pays qui nous sollicitent pour en savoir un peu plus sur ce qu'il y a derrière cet écoquartier et bien sûr l'adapter à leur contexte, puisqu'on parle de contextes territoriaux, ils sont aussi très différents suivant les pays. Pour vous donner plus globalement une idée de l'effet d'entraînement qu'a pu avoir le label, la démarche écoquartier lancée en 2009 et que j'évoquais tout à l'heure, la démarche
écoquartier être un peu petit. C'est vrai que je n'ai pas affiché en plein écran. On a en tout plus de 500 projets qui sont engagés dans la démarche à tous les stades de réalisation du projet. On en a bien sûr moins, c'est en entonnoir, qui sont labellisés à la dernière étape euh, vécue. Mais voilà, c'est plus de 500 projets, ce qui montre bien quand même le dynamisme de la démarche depuis qu'elle a été lancée. Et puis quelques chiffres aussi que je donne souvent quand je présente la démarche, parce qu'il y a parfois aussi des idées reçues. La démarche ne serait que pour des projets en extension. Donc, en fait, on a quand même 70% des projets qui sont en renouvellement urbain et donc 30% sur des friches. Et puis, donc, j'indique qu'il contribue en fait largement à répondre à la demande en logement, puisqu'il y a 286 000 logements qui sont planifiés ou réalisés dans l'ensemble de ces 500 projets, dont 36% de logements sociaux. Les écoquartiers ne sont pas non plus que pour les bobos, comme on peut l'entendre régulièrement. Et donc, la démarche, pour tracer à grands traits, propose aussi d'autres outils aux porteurs de projets, comme le club écoquartier qui réunit des professionnels, des porteurs de projets, tous ceux qui participent à la démarche. On fait chaque année, ça s'était un petit peu arrêté depuis le confinement. On a relancé l'an dernier cette grande fête des écoquartiers où on valorise en fait les projets d'écoquartiers qui ont eu des démarches innovantes sur des thématiques dont on change régulièrement. On a parlé de culture, de ville productive cette année à l'occasion de ce club écoquartier. Et on a eu des stands pour expliquer la démarche. Donc, il y aura à nouveau un club cette année et on organise aussi des formations chaque année qui sont gratuites et ouvertes aussi bien aux porteurs de projets qu'à nos correspondants Ville Durable dans les directions départementales des territoires, à la fois sur la sensibilisation à l'aménagement durable et la démarche écoquartier. Mais on a des modules maintenant spécifiques sur la participation citoyenne, sur le montage économique d'un projet d'aménagement durable, sur l'urbanisme favorable à la santé. Donc, c'est Colin Cauchois, mon collègue, qui est référent sur les formations également. Donc, s'il a des questions, il pourra vous répondre. Je suis. Je suis. Non, je crois que ce n'est pas une question. Donc, je continue. Peut-être avant d'aller plus loin dans le détail du renouvellement de la démarche qui nous a occupé toute l'année 2022, et pour que ceux qui ne connaissent pas du tout les écoquartiers visualisent un peu mieux et ressentent un peu mieux ce que sont les écoquartiers, on voulait vous présenter avec Colin trois exemples de contextes territoriaux différents. Avec une petite vidéo qui, j'espère, marchera. Donc, comme premier exemple, c'était l'écoquartier historique de Fort-Calquier, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je ne sais pas si Stéphane Barrican nous écoute, mais dans une revue du centre-bourg à la ville des architectes conseils, j'ai pu trouver aussi l'avis qu'il avait sur le projet. Donc, Fort-Calquier, une petite commune de 4 700 habitants qui est située à l'est du massif du Luberon, et un petit bourg avec une vraie centralité sur les pentes d'une colline, avec un tissu médiéval assez serré et avec un centre ancien où la pierre domine. On la voit un peu sur les images aussi. Et qui, malgré toutes ses qualités architecturales et son intérêt patrimonial, à partir des années 70, a perdu de son attractivité, que ce soit pour les commerces ou pour le logement, avec une dégradation très forte, donc plus ou moins importante selon les secteurs, mais donc dégradation très forte du centre ancien, avec une paupérisation. Et donc, c'est sur ce quartier qu'il y a eu un projet de la collectivité pour le requalifier. Et donc, je vais essayer de vous passer une petite vidéo qui illustre bien cet écoquartier qui donc a été labellisé
Je vais mettre le son au maximum. Le son arrive dans un second temps. La réhabilitation de cet îlot était à l'origine la nécessité de redonner de la vie au cœur de ville, au centre ancien, dans la mesure où il était complètement abandonné et malheureusement laissé libre cours aux marchands de sommeil qui avaient tendance à exploiter les gens qui étaient là. Et donc, cette réhabilitation a permis, d'une part, de restructurer, bien évidemment, de créer du logement. Fort-Calquier est une ville très culturelle, donc l'idée était d'insérer des ateliers d'artistes dans ces logements sociaux, en duplex avec certains appartements, et sur le plan social, des niveaux d'aide au logement différents, de façon à créer une vraie mixité. Donc tout ceci a été fait concomitamment avec une évolution politique de la collectivité qui s'est tournée vers le développement durable, des circuits courts, des associations se sont réinstallées dans le centre ancien, notamment la Maison de la Famille, des associations comme AVF Accueil, et donc qui a contribué à faire revenir les gens. Et aujourd'hui, on a une réhabilitation quasi totale du centre ancien, qui était quelque chose qui n'était pas espéré à ce point-là dès le début. Compte tenu de la situation de dégradation évoquée par Monsieur le maire, la puissance publique devait d'intervenir sur l'écoquartier pour permettre que les investissements privés puissent revenir. Le mécanisme qui a été choisi a été, dans un premier temps, démolition de certains îlots dégradés, pour permettre des espaces de respiration et une reconstruction lourde d'une partie des autres bâtiments afin de réorganiser les logements, de pouvoir accueillir des locaux commerciaux. Alors concrètement, pour mener à bien une telle opération, la puissance publique a besoin d'acquérir la maîtrise foncière. Pour acquérir la maîtrise foncière, il y a deux moyens, des acquisitions amiables, c'est le moyen majoritaire, mais afin de maîtriser totalement tous les îlots, il y a la nécessité de passer par une déclaration d'utilité publique, d'exproprier certains îlots. Deuxièmement, il y a eu un financement conséquent, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce sont des opérations difficiles financièrement et l'État et l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat viennent abonder financièrement pour accompagner la commune. Et enfin, une opération publique d'amélioration de l'habitat a été mise en place dans l'idée d'accompagner le privé financièrement et techniquement pour venir réinvestir le centre ancien pour la création de logements. Une restructuration d'un quartier de centre ancien de ville nécessite une intervention dans des différents domaines qui portent principalement sur l'aspect volumétrique des choses et donc le paysage urbain, et bien sûr en relation avec des espaces publics qui servent à mettre une certaine aération au niveau du quartier par rapport aux habitations qui devraient être confortables pour pouvoir y habiter, mais aussi qui donnent un sens avec le patrimoine sur lequel nous travaillons dans le centre ancien de Fort-Calquier, et qui nécessite de bien comprendre quelles sont les idées de ce patrimoine, les sens du patrimoine, pour pouvoir développer des aspects contemporains des aménagements. Il s'agit de bâtiments, de logements, mais aussi dans les espaces publics, de l'avoir, de murets de restante, permettent en fait de travailler sur la topographie, de donner justement pour qu'on comprenne ce qu'est un espace public et que les gens participent à ces espaces publics de manière agréable, avec sensibilité.
Voilà, j'arrête sur ces belles images. Et juste pour indiquer quand même que c'est la Adriale Paca qui a réalisé cette vidéo. Et elle en a réalisé d'autres sur d'autres écoquartiers de Paca. Si vous voulez aller voir sur leur site, même si j'ai l'impression qu'elles ne sont plus disponibles, au moins on avait récupéré celle-là. Voilà, c'était pour un premier exemple d'écoquartier. Je ne pense pas que tu le connaisses, Alina. Donc, si tu voulais, ou Non, si quelqu'un qui écoute voulait ajouter quelque chose sur l'écoquartier de Fort-Calquier, s'il a travaillé dessus, n'hésitez pas à nous interrompre. Je ne crois pas que c'est le cas. Je voulais évoquer un tout autre type aussi d'écoquartier que certains d'entre vous connaissent peut-être parce qu'il a eu beaucoup de prix, pas que le label écoquartier. Donc, c'est l'écoquartier des Noé sur la commune Val-de-Reuil, qui est donc issu de la politique nationale des villes nouvelles dans les années 60, et un écoquartier qui a été conçu par Philippe Madec. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, il se situe, lui, en bordure de l'Eure. Et il comprend 98 logements sociaux et puis des services et équipements, crèches, albergues, jardins familiaux. Ils ont mis en place aussi un verger, des poulaillers potagers. Et en fait, sur ce projet, c'est vraiment le volet environnemental qui a été très fortement développé et le volet inclusion sociale. Mais avec tout particulièrement en fait une valorisation des contraintes et des atouts du site. Notamment, il y a eu un très gros travail sur la gestion des crues. Toute une partie du parc est en zone constructible inondable, et sur la gestion alternative des eaux pluviales. 100% du quartier est déconnecté. Il y a eu un épisode de crue en 2018 qui a confirmé la pertinence et l'efficacité des mesures qui ont été prises pour cet écoquartier, et qui accueille principalement donc des ménages aux revenus modestes, et qui étaient destinés à enrayer aussi le déficit démographique que connaissait la commune, et qui a beaucoup associé l'ensemble des acteurs et les habitants dans une concertation continue. C'est aussi quelque chose sur laquelle on insiste énormément dans le cadre de la démarche écoquartier. On a mis en place des formations sur la participation citoyenne parce qu'il y avait une véritable attente. C'est quelque chose qu'on souhaite aussi largement pousser. Et puis, dernier exemple, je vais laisser Colin en dire un mot. Donc là, on passe encore à une autre échelle, un écoquartier parisien. Je te passe la Merci. parole, Colin. Merci Florence. Bah, effectivement, comme tu le disais, c'est à une autre échelle puisque c'est un très grand projet sur 54 hectares au nord-ouest de Paris, sur une ancienne friche ferroviaire, comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche. L'originalité du projet, c'est qu'il a commencé par la création d'un parc de 10 hectares au milieu de l'écoquartier, autour duquel sont venus travailler les opérateurs, les promoteurs, les architectes, et y compris les citoyens, pour élaborer des services, des commerces, des équipements publics aussi, puisqu'il y a le fameux tribunal de Paris qui s'est installé avec cette tour conçue par l'architecte Renzo Piano. Et puis enfin des logements. On a 3400 logements à Clichy-Batignolles, donc en logement social, intermédiaire et puis libre. Un mot peut-être un mot sur l'architecture, puisqu'elle est respectueuse de l'environnement. En effet, il y a eu un gros travail qui a été fait sur les bâtiments qui sont peu énergivores et qui respectent notamment en matière de chauffage le label allemand qui est le Passive House. Il y a eu également un travail sur l'utilisation des énergies renouvelables. Et puis, ce qui fait également l'originalité du projet qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui, c'est le fait que les citoyens ont été fortement associés au travail architectural, puisqu'ils ont pu notamment participer au choix sur la maquette du projet. Ils ont pu être représentés au sein des commissions techniques, et également lors des concours, lors des jurys de concours qui désignaient les projets architecturaux. Donc voilà, un gros travail de participation sur l'écoquartier de Clichy-Batignolles. Merci, Colin. C'est pareil, si certains d'entre vous connaissent le projet ou veulent ajouter un commentaire, qui n'hésite pas à lever la main.
on va prendre la parole, sinon on poursuit. Sur le renouvellement, je ne vois pas de main levée, donc je poursuis. Le renouvellement de la démarche écoquartier sur lequel on a beaucoup travaillé en 2022 et qui se met en place cette année en 2023. Alors pourquoi ce renouvellement, même s'il y en a eu tout au long, depuis 2009, il y a eu des évolutions dans le cadre de la démarche. On ne fait pas ça que tous les 10 ans, mais là, il y a eu quand même une impulsion un peu plus forte du nouveau président de la Commission nationale écoquartier, donc Florian Bercot, maire de Laval, qui a souhaité à la fois embarquer et démultiplier encore plus l'effet de diffusion de ce nouveau modèle d'aménager. Donc, embarquer encore plus de monde et pour que, comme il le dit lui-même, gagner la bataille culturelle de la nouvelle façon d'aménager, que ça devienne un peu plus évoquer la norme, mais la façon de faire partout. Et à la fois aussi renouveler par rapport aux évolutions législatives. Ça, c'était une demande qu'on avait plus, nous aussi, en interne en tant que ministère. On a souhaité, j'évoquais le référentiel, renouveler le référentiel écoquartier pour qu'il soit mis à jour des dernières réformes, dont la RE 2020 et l'objectif zéro artificialisation nette, mais notamment. Il y avait aussi d'autres législations qu'on souhaitait intégrer. Et puis, revoir aussi le dispositif de labellisation pour la resserrer en fait sur les écoquartiers, les projets qui étaient livrés et donc vécus. Et ne plus avoir, comme dans l'ancien système, des projets labellisés aux phases préopérationnelles et en phase chantier. Donc, c'est nos anciens labels étape 1 et étape 2, qui, vous voyez, on est là pour parler d'amélioration continue. On avait quand même chez certains parfois du greenwashing et la volonté juste décrocher ce label aux premières étapes et puis d'en faire, de s'appuyer dessus pour la communication sans mettre en œuvre ensuite des recommandations qui étaient faites pour aller plus loin. Donc, il y a eu un très gros chantier que, bien sûr, on n'a pas mené en interne et comme toujours, on a associé l'ensemble des partenaires, des représentants, des porteurs de projets et bien sûr les architectes, les conseils de l'État, avec notamment Aline qui a pu se faire l'écho de votre voix et on a travaillé donc en plusieurs ateliers collaboratifs en phase itérative sur l'avancement à la fois du renouvellement du référentiel écoquartier et sur le renouvellement du dispositif pour lequel on a maintenant donc 3 grandes phases. Une phase d'engagement dans la démarche. J'y reviendrai plus en détail, je ne donne que les 3 grandes phases, où le projet signe la charte écoquartier et devient un éco-projet. Cet éco-projet, il peut ensuite bénéficier de nombreux accompagnements et d'un accès facilité à des financements et d'une revue d'éco-projet. On va détailler tout cela ensuite. Et puis, le dernier temps, c'est donc une labellisation qui arrive en fin de processus et qui est là pour des projets qui sont livrés, qu'on peut aller voir sur le terrain et vécus. Pour aller un peu plus dans le détail et pouvoir bien faire le lien avec votre travail, vous, architecte conseil de l'État ou paysagiste conseil de l'État, j'ai un petit peu détaillé sur cette frise qui peut paraître un petit peu chargée et compliquée. On a voulu tout mettre sur une diapositive, mais qui permet un peu de comprendre plus en détail le sens du renouvellement du dispositif. Vous avez en haut les anciennes étapes que j'ai situées par rapport à la frise déroulée dans le temps du projet. Et puis, en dessous, les 3 phases que je viens d'évoquer, un engagement dans la démarche d'accompagnement de l'éco-projet et de labellisation. Et donc, pour revenir plus précisément sur à quel moment vous êtes notamment sollicité, ou en tout cas, on souhaite que vous puissiez largement intervenir et apporter votre savoir-faire
par rapport à la démarche écoquartier. Donc, si on parle de l'engagement dans la démarche, donc qu'on souhaite vraiment acté maintenant comme un engagement politique dans la démarche avec une lettre d'ambition de porteur de projet. Donc cet engagement, ça commence par une rencontre avec le correspondant ville durable de la DDTM. Et dès ce moment-là, on souhaiterait que l'architecte conseil, les égistes conseils puissent être associés pour discuter. Le porteur de projet vient présenter son projet. Et le côté État, la DDT, présente la démarche écoquartier. Elle nous fournit une note de contexte où là aussi, c'est inscrit dans la circulaire ministérielle que je vais détailler aussi un peu ensuite. L'association des ACE-PCE est largement souhaitée. Donc, une note de contexte, une rencontre où chacun échange sur le projet, sur la démarche. Il remplit le porteur de projet 4 onglets sur une plateforme qu'on a mis en place pour faire fonctionner tous ces. Il faut bien pouvoir récupérer les réponses aux 20 engagements. Alors à ce stade-là, c'est beaucoup plus léger. Mais les intentions du porteur de projet, et c'est seulement après cet échange, si la démarche correspond évidemment au porteur de projet, mais en général, quand il vient voir la DDT, c'est qu'il veut s'engager, et si le correspondant ville durable, parfois en nous sollicitant aussi, considère que ça rentre bien dans la philosophie de la démarche et dans les éléments de doctrine qu'on a un peu renforcés, même sérieusement renforcés, notamment sur l'artificialisation des sols, l'extension urbaine est toujours possible, mais si elle est justifiée. On encourage, comme depuis le début de la démarche, mais encore plus, le renouvellement et refaire la ville sur la ville. Et donc, si ça correspond bien à la philosophie de la démarche, le porteur de projet est engagé à signer la charte écoquartier. Et donc, il obtient le statut d'écoprojet. Donc ça, c'est la première phase. N'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions et si ce n'est pas clair. Donc, une fois qu'il est écoprojet, il peut bénéficier de nombreux accompagnements. Peut-être d'ailleurs, Colin, que je pourrais te laisser la parole pour pas toujours parler. Et comme c'est toi aussi le référent sur les accompagnements, je te laisse juste dire un mot sur les différents accompagnements sans rentrer dans le détail. Voilà, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, les accompagnements qu'on a souhaité renforcer, comme tu disais, depuis le renouvellement de la démarche, on a plusieurs types d'accompagnements en ingénierie et puis dorénavant financier, et puis plus généralement l'ensemble des accompagnements pédagogiques, donc les formations et puis l'entrée dans le réseau qui permettent aussi d'accompagner les collectivités et les porteurs de projets sur le long terme. Alors, on a un premier accompagnement qui est l'accompagnement du CEREMA, donc 15 projets par an qui sont accompagnés. L'accompagnement étant financé à 80% par le CEREMA et le ministère, ce qui fait que la collectivité accompagnée n'a un reste à charge qui n'est de l'ordre que de environ 7 000 €, ce qui est plutôt faible et qui permet véritablement de travailler en ingénierie sur des questions d'écoquartier, de construction. Donc c'est vraiment très intéressant. On a 2 appels à projets chaque année. Un autre accompagnement, c'est l'atelier des territoires qui porte, lui, très en amont sur les questions de besoins de territoire et de projets de territoire, donc l'élaboration des projets de territoire, et qui, donc, très simplement, il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire qui est envoyée sur un territoire après avoir effectué un travail en amont d'analyse et qui vient véritablement mettre en place des dispositifs alors de participation, également d'analyse. Il y a des sondages également qui sont adressés. Et donc, cette équipe, elle est constituée notamment d'architectes. Il y a également des porteurs de projets, des citoyens, donc une équipe pluridisciplinaire. On a également l'atelier France Ville Durable, qui est un atelier qui porte sur des sessions collectives qui sont organisées à Paris ou en province, ainsi qu'un atelier qui est plus in situ, qui permet d'aller dans les territoires pour accompagner les collectivités sur les volets que la collectivité a indiqué, en tout cas dans sa demande d'accompagnement. Et puis, on a enfin un autre accompagnement qui permet très tôt
de pouvoir analyser le bilan carbone des opérations d'aménagement pour mettre en place un scénario plutôt qu'un autre. Cet accompagnement, c'est la méthode énergie carbone qui est proposée par Efficacity et l'ADEME. Et puis, donc, comme je le disais, on a enfin un nouvel accompagnement qu'on va proposer très prochainement, qui est un accompagnement par la Banque des Territoires pour œuvrer en faveur de la sobriété foncière. Merci, Colin. Voilà, donc pour tout ce renforcement des accompagnements, tout cela se met en place cette année, hein, on avance bien, voilà, comme là aussi on fait collectivement avec nos partenaires, hein, il y a sans arrêt des ajustements et il y a sûrement des propositions aussi que vous pourriez nous faire, donc on est à l'écoute. Et tout ça se met en place. Et l'autre point dans cette deuxième phase d'accompagnement qu'on voulait évoquer avec vous, parce qu'il est important pour vous associer, c'est ce qu'on a appelé une revue d'éco-projet. Puisque par rapport à l'ancien processus où on avait une labellisation à l'étape 2 qui est en chantier et donc je l'évoquais, certains s'arrêtaient ensuite après cette étape en considérant que c'est bon, ils avaient le label, ils n'avaient pas besoin d'aller plus loin. Mais il y a aussi surtout, pour y avoir participé moi aussi, des commissions donc, où sont examinés les projets en phase chantier. J'ai très en mémoire une commission en Nouvelle-Aquitaine hein, avec des recommandations d'architectes conseil de l'État sur des espaces extérieurs et où souvent en chantier, on n'a plus beaucoup de marge, donc ça tombait. C'était de toute façon trop tard pour pouvoir modifier, donc on a réfléchi collectivement et on s'est dit que ça serait bien d'avoir un temps d'échange avec le projet qui n'aboutit pas à une labellisation mais à des recommandations d'experts, mais qui soit en amont des autorisations, du dépôt des autorisations d'urbanisme et qui donc soit un moment où il y a quand même déjà une bonne idée de ce que souhaite faire comme projet le porteur de projet, mais que tout n'est pas encore arrêté et qu'on puisse mettre autour de la table des représentants de tous les partenaires pas de tous les partenaires de la démarche écoquartier, mais justement ceux qui sont le plus appropriés par rapport au contexte du projet et de préférence in situ, puisque c'est toujours mieux, même s'il n'est pas encore livré ni en chantier, d'aller voir, Aline ne me contredira pas, sur le terrain comment ça se passe. Et donc, cette revue d'éco-projet, elle est demandée par le porteur de projet auprès du correspondant ville durable de la DDT. Et c'est la DDT qui organise, donc en associant les partenaires locaux de la démarche, dont on l'espère le plus souvent les architectes et paysagistes conseils de l'État, mais donc il peut y avoir des représentants des agences d'urbanisme, du CEREMA, de l'ADEME, de l'Agence régionale de la santé, si ça se justifie particulièrement sur un projet, l'Agence de l'eau, pourquoi pas représentants des habitants, experts de mobilité active, et bien sûr donc 2 experts. On a fait un gros travail pour mobiliser un nombre suffisant d'experts. Qui regarde les réponses qui sont déposées toujours sur notre plateforme Écoquartier, réponses synthétiques aux 20 engagements, les cibles qu'ils se fixent par rapport aux indicateurs, j'en dirai un mot un peu plus tard, et pour que collectivement, il puisse y avoir des recommandations formulées et un échange avec le porteur de projet pour le guider vers la labellisation à un moment où le projet peut encore des marges de modification suffisantes. Et puis ensuite, donc, le dernier temps, mais donc je réinsisterai et je pense que les diaporamas sont mis à disposition aussi et transmis. J'ai remis les extraits de l'instruction ministérielle signée par le ministre délégué au logement qui précise le rôle des architectes et paysagistes conseil de l'État aux 2 phases que j'ai précisées.
Et ensuite, certains d'entre vous le sont des experts qui peuvent expertiser aussi dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant la campagne de labellisation en elle-même avec les écoquartiers label livré et vécu, qui là a moins bougé. On a toujours une commission locale où il y a une proposition par rapport aux candidatures, soit de labelliser, soit d'ajourner. Cette proposition remonte au niveau national, en commission nationale, où là, la décision officielle est prise de labelliser ou d'ajourner, avec maintenant des labels millésimés. Et donc, une labellisation adossée à la fois à l'examen du dossier. Et alors, je ne vais pas détailler les indicateurs. On a donc décidé aussi d'avoir des indicateurs performantiels, mais où là aussi, donc qui couvrent les 4 défis que vous connaissez de la ville durable. Je ne les ai pas réévoqués, mais sur la sobriété des ressources, la résilience, la création de valeur tant culturelle qu'économique et le défi de l'inclusion. Donc, c'est 20 indicateurs, mais je le précise parce que, bon là, ça fait partie des sujets, ça n'est pas un indicateur par engagement, en fait. On les a classés par défi, mais ils couvrent toutes les politiques publiques qui nous semblaient essentielles sur lesquels chaque projet doit apporter des réponses. Ce sont les porteurs de projets qui se fixent les cibles, qui bien sûr doivent respecter à minima, lorsqu'elle existe, la réglementation, mais l'idée étant qu'ils aient plutôt un temps d'avance par rapport aux réglementations, que ce soit sur la RE 2020, enfin les réglementations qui sont existantes. Et bien sûr, comme d'habitude, ça n'est surtout pas juste le chiffre qui est rempli dans le tableau d'indicateurs qui est regardé, mais plutôt le commentaire qui est mis, la justification et pourquoi dans ce contexte pourquoi ils se sont fixés cet objectif et pourquoi telle réponse. Et bien sûr, ça s'inscrit dans une démarche globale d'évaluation. Ça, c'est un de nos engagements. On met en place une démarche d'évaluation continue du projet dès l'amont du projet, les indicateurs n'en étant qu'un des éléments, et on a mis en place tout un accompagnement et une foire aux questions, parce que c'est pas forcément simple, ça il faut le dire aussi. Et voilà, en termes j'en citerai peut-être juste un, c'est peut-être en termes de qualité d'usage des logements. On a souhaité mettre un indicateur, je ferai passer aussi le tableau des indicateurs basé sur le rapport Girometti-Leclerc de la qualité des usages des logements. Je pense que vous le connaissez, avec des minima de taille suivant la typologie. Regardez si les appartements sont traversants. Et j'oublie évidemment le dernier. Taille, logement, ça me reviendra. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, donc... Oui, puis les 20 indicateurs, et pourtant on les a vraiment tous, non, je ne l'ai pas là. Non, mais c'est pas, que voilà, je ne ne pas de connaissent en général Et donc, juste un mot peut-être pour laisser quand même le temps à Aline de pouvoir aussi compléter et témoigner de son expérience. Et puis aux questions que vous auriez. Donc, on est donc dans la campagne Écoquartier 2023. Alors, malgré la mise en place des indicateurs, on a alors, c'est pas lauréat, c'est des candidats, il faudra que je corrige. On a 6 candidats pour Écoquartier livré et 2 candidats pour Écoquartier vécu. Et donc, des revues d'éco-projets, ça j'ai oublié de le mentionner. Pour les campagnes, les labels Écoquartier livré et vécu, donc on a des campagnes qui s'ouvrent à partir de mars-avril. Les porteurs de projets doivent déposer leur dossier jusque fin mai, et donc on a chaque année des commissions locales qui se tiennent en octobre, la commission nationale en novembre et la remise des labels en décembre. En revanche, pour les revues d'éco-projets, c'est au fil de l'eau. Donc, ça peut être une demande, quelle que soit la période de l'année.
Là, j'ai indiqué 8 revues d'éco-projets à fin août, mais ça monte. Ma chargée de mission va bientôt revenir de congé. Elle pourra nous mettre tout ça très à jour. C'est à plus de 15 maintenant demandes de revues d'éco-projets qu'on est. Donc, les correspondants à Ville Durable ont bien saisi l'intérêt et les porteurs de projets de cette nouvelle phase, et donc on en a déjà dans plusieurs régions. Voilà ce que je voulais dire. On a déjà dit un mot, ça je pense que vous pourrez le regarder sur les accompagnements, et ça aussi, vous aurez à disposition toutes les informations de notre plateforme, et des films aussi qu'on vous indique si vous voulez aller plus loin et en savoir plus sur les écoquartiers. Donc, je ne sais pas si tu enchaînes, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, je peux déjà peut-être faire un peu un relais vers les questions. Merci Florence pour cette présentation détaillée. Merci également Colin de nous avoir expliqué quelles étaient les dernières attentes, les dernières évolutions. Je pense qu'on peut se féliciter de ce renouvellement de la démarche dans lequel les conseils sont mis à contribution au travers en particulier de la circulaire, et je pense qu'on va mettre sur le site des ACE, par l'intermédiaire de Stéphanie qui nous écoute, nous allons mettre la circulaire, comme ça vous aurez vraiment le contenu détaillé des attentes, et notamment celle qui porte sur la note de synthèse. Peut-être que, sur la note d'opportunité, la note de synthèse d'opportunité qui intervient dès le démarrage de l'engagement dans la démarche. En fait, on peut se féliciter du fait que cette démarche renouvelée soit intégratrice, même si c'était une volonté initiale des écoquartiers. Quand même, là, ça se profile un peu plus. Sur les aspects réglementaires, ça va de soi, mais ça permet quand même de redéfinir le champ des possibles, d'aborder les problématiques urbaines, donc de voir d'anticiper sur les évolutions d'un secteur donné, la ville sur la ville en extension, la ville dans l'existant, qu'est-ce qu'il est possible réglementairement, qu'est-ce qu'il est possible au regard des lieux, de la morphologie des lieux et de la culture locale. Là-dessus, donc c'est où construire. Pour moi, ce sont les questions inhérentes au conseil qui tournent autour de où peut-on construire, et je pense que nous devons être en appui des services de l'État sur ces questions-là au regard de nos connaissances et de notre approche de réflexion sur le territoire en mode projet. Sur les questions également inhérentes à la programmation, c'est-à-dire la question des diagnostics, des potentiels des lieux, celle des moyens et des attentes, celle des besoins. Je pense que nous pouvons, quand nous sommes conseil, nous prononcer sur ces sujets. C'est la question de pourquoi on construit ou on modifie ou on fait évoluer certaines formes. Et je pense que là aussi, notre conseil sera le bienvenu pour guider dans les phases de programmation. Et puis, comment on aménage, comment on bâtit, comment on entretient, comment on maintient, comment on habite, plutôt que comment on loge les gens, les personnes, et de quelle manière. Et donc, je pense que tout ça, ça participe au processus de projet, sans enlever les dimensions de concertation citoyenne auxquelles il peut largement contribuer. Donc, on peut se féliciter du renouvellement de la démarche qui va complètement dans ce sens, et je pense que notre réseau de conseils doit vraiment se mobiliser et saisir toutes les opportunités que nous pouvons trouver de participer à ces démarches, même si parfois nous n'aurions pas forcément posé la question de la manière dont elle est posée, mais c'est pas grave, prenons le sujet tel qu'il nous est présenté, c'est l'occasion de parler projet à différentes échelles. Je fais une petite parenthèse sur un travail que j'ai été amenée à faire dans les missions de conseil auprès de la DGALN en 2019. C'était donc avant le renouvellement de la démarche, et qui a consisté à analyser 18 retours d'analyse, d'avis, de conseils sur des écoquartiers. Ça a été un travail qui a été mené avec les paysagistes conseils également de la DGALN, dont il ressort deux choses quand même assez marquantes. C'était l'invisibilité totale des phases de conception et de réalisation au travers des écoquartiers dans la manière dont les questions étaient posées, et puis une certaine complexité d'utilisation du référentiel. Tout ça m'a amené progressivement à chaque fois plaider la cause du mode projet, et également
de dire qu'il était très important, et j'espère que ce sera le cas à l'avenir, du fait qu'on se penche sur ces phases d'élaboration du projet que nous connaissons bien, parce que généralement, c'est notre travail quand nous ne sommes pas conseils. La gestation d'un projet, son élaboration, sa conception et sa réalisation. Et nous savons, enfin, dans notre métier, nous savons très bien que tout cela s'accompagne de dossiers qui sont composés de pièces graphiques et de pièces écrites. Je pense qu'en fait, actuellement, il y a un travail qui est en cours, elle a déjà Hélène, hein, Florence, on travaille récemment sur cette question, sur la demande qui devrait être faite, qui pourra se faire, d'avoir plus de pièces graphiques dans l'examen des dossiers d'écoquartiers au cours de la démarche de labellisation. Ça, c'est un travail en cours. On peut se féliciter aussi également de l'extrême sensibilité du nouveau président sur l'approche cartographique, l'empilement des cartes. C'est des sujets qu'on a eu l'occasion d'aborder avec lui, et il y est particulièrement sensible parce qu'étant maire de la ville de Laval, il a lui-même eu l'occasion de mettre en pratique cette façon de travailler. C'est quelque chose que nous avons eu l'occasion de voir également à Zurich lorsque la ville nous a exposé la façon de procéder avant de réaliser un bâtiment. Il y a tout un processus d'empilement cartographique, de connaissance du quartier. Ce sont des cartes sociales, géographiques, topographiques, enfin toutes sortes de données, de connaissances qui s'empilent et qui se synthétisent avant de lancer effectivement des concours et donc de formaliser à l'échelle urbaine l'espace public, le bâti. Donc tout ça, ce sont quand même des points très importants sur lesquels aussi nous ne devons pas oublier les modes opératoires dans lesquels nous ne sommes pas forcément toujours amenés à travailler dans nos pratiques, mais que nous connaissons bien quand même. Et donc l'éclairage professionnel des architectes est vraiment requis et recherché actuellement pour guider les élus. On a vraiment un alignement des planètes en ce moment dont il faut que nous arrivions à tirer parti. Voilà ce que je souhaitais souligner avec vous. Alors après ça, on peut se dire, bon, c'est très intéressant comme tout ça, mais comment plaçons-nous les conseils là-dedans? Donc en fait, nous faisons partie d'un réseau de ressources humaines qui doit être sollicité par les DDT. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas hésiter à en parler dans vos missions, dans la lettre de mission ou auprès des services avec lesquels vous travaillez, afin d'être placé extrêmement en amont. C'est-à-dire que dès que vous voyez le mot DDT écrit par Florence dans sa frise thématique, c'est là qu'il faut déjà être. Donc, c'est tout à gauche dans le tableau, c'est-à-dire la DDT est sollicitée, il y a une visite de terrain, c'est là, il y a une visite ou même une discussion. C'est dès ce moment-là que le conseil doit être sollicité. C'est là que vous pouvez déjà apporter beaucoup d'éléments très précieux sur la compréhension des lieux, enfin vous savez comme moi, hein, on va sur le site, on discute, on regarde de quoi il s'agit, des grandes orientations. Et c'est là que nos actions de sensibilisation à la culture architecturale, de connaissances en matière d'urbanisme trouvent vraiment des points d'accroche forts. Et je pense que les missions de conseil sont très appréciées et très valorisées quand elles se placent très en amont dans un réseau de discussion et de compréhension mutuelle. C'est là que notre parole est la plus audible. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous travaillons avec AD4 ici, en particulier avec Florence. Donc, de bien dire, il faut vraiment placer les conseils très en amont, parce que si on arrive à la fin en expertise, ça devient plus un jeu de censure ou de compliments qui est finalement assez peu porteur. Ce qui compte, c'est l'accompagnement. Et je pense que les ACE, les PCE, on sera très utile si on fait un accompagnement tout au long du projet, mais cette chose sera possible que s'ils sont mises en évidence également et en exergue les phases de conception du projet. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire actuellement sur le sujet. Et nous sommes preneurs aussi bien moi quand je suis avec vous, les ACE, que j'ai l'impression que AD4 est également preneur. Il y a une véritable porte qui s'est ouverte, dont il faut que nous nous saisissions. Vos contributions sont tout à fait les bienvenues sur ce que vous aimeriez voir pour que les choses s'améliorent dans le sens de l'architecture. Il y a une certaine difficulté à comprendre que l'architecture, c'est une chose globale, générale et intégratrice. On a toujours tendance à nous mettre
à nous poser en décorateur de façade. Hein. Je résume un peu le sujet, mais c'est donc le fait qu'on demande de regarder ce qui existe dans la qualité d'usage des logements tels que Florence vient de le faire, moi je vois là un bond en avant. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça veut dire qu'on a été entendu sur un certain nombre de points. À savoir, dans un écoquartier, la ville se fait également en regardant les différentes échelles et en regardant ce qu'il y a derrière les murs, devant les murs, autour des murs, enfin bon bref, où se place le végétal, etc. Tout ça, c'est une espèce d'osmose qui doit se faire, sur lesquelles nous devons accompagner pour être compris. Voilà, J'ai retrouvé mon troisième point. Ah, voilà, merci. En plus, c'était une des réflexions justement d'un architecte conseil de l'État en phase chantier. Et c'était en fait la présence d'espaces extérieurs d'un immeuble qui venait d'être rénové. Et voilà, en disant, bon, c'est dommage, Oui, ça n'a pas été pensé à ce moment-là. Donc, c'est dans les indicateurs, c'est le troisième point dans la qualité d'usage des logements. Mais pardon. non, non, mais tout à fait, ça va tout à fait dans le sens de ce que nous disions. Et peut-être avez-vous des témoignages ou des questions à poser Et puis surtout, ah bah, il y en a. voilà, Pablo, parce que- voilà, on t'écoute, Pablo. On ne t'entend Ah, pas. le micro est coupé. On ne t'entend pas. Il faut que tu coupes le micro. Ouais. Vous m'entendez là? Oui. Très bien. Merci pour cette présentation. Je voulais revenir sur deux points que tu as mentionnés, Aline, et je te remercie. Les premiers concernent notre capacité, la capacité du jury qui fait l'évaluation des projets, notamment au moment des engagements. J'ai été amené à participer du jury d'évaluation en représentant, alors là, pas en qualité d'ACE, mais en représentation du Conseil de l'Ordre des architectes. Et j'ai constaté qu'il y avait une absence absolue des documents graphiques, que les présentations de ces coquartiers candidats étaient faites sous forme de fiches qui insistait beaucoup sur des aspects performantiels, mais il était impossible d'évaluer la cohérence, la qualité des projets. Pour tout dire, il n'y avait même pas les noms des urbanistes. Et donc, il m'a fallu faire des recherches projet par projet pour pouvoir émettre un avis sur les projets candidats qui m'étaient soumis pour évaluation. Donc, je pense que c'est extrêmement difficile en l'état, sans absence de documents graphiques, des notes d'intention, de pouvoir évaluer les projets. Et ça m'interpelle beaucoup. Les deuxième sujet concerne la capacité des ACE à intervenir très en amont. Et là, je peux témoigner qu'en tant qu'ACE en Haute-Garonne, j'étais sollicité pour évaluer, pour suivre ponctuellement un projet des coquartiers, les quartiers Argenteau à Osville-Tolosane. Et en fait, j'étais sollicité sans aucun doute trop tard. Et j'insiste beaucoup sur la nécessité d'intervenir en amont. Et intervenir en amont suppose qu'on en soit informé. Et il me semble qu'il devrait être mis en place un mécanisme d'information des architectes au conseil pour que dès qu'il y a des projets qui candidatent pour s'engager dans la procédure, les architectes au conseil sur les territoires soient informés, parce que si on n'est pas informé, si l'information ne circule pas, il arrive qu'on soit sollicité parfois plusieurs années après, voire trop tard. Et donc, allô. Oui. Ouais. Et donc, veiller à qu'il y ait
un mécanisme d'information des ACE très en amont me semble essentiel. Oui, Bah oui. en fait, Pablo, tu soulignes effectivement les deux points sur lesquels un travail est actuellement à l'œuvre. Effectivement, la question des pièces graphiques, hein, alors, la question des pièces graphiques, enfin, en termes de réseau, mais ça, on en parlera peut-être entre ACE, c'est celle de la capitalisation de nos travaux au sein des organismes dans lesquels nous donnons le conseil, parce que il y a peut-être aussi de la perte en ligne là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre nous soulignons des choses et il faut arriver à à les faire fusionner. On pourrait peut-être imaginer également qu'au sein des ACE, il y ait peut-être annuellement un point qui soit fait sur la question des écoquartiers. Est-ce que certains d'entre eux ont des choses à dire ou pas, pour que ça puisse évoluer, qu'il y ait des remontées qui soient également des choses vues. On a pu constater que Mais ça se fait, hein, je pense, par endroit. Là, je viens d'apprendre, je crois, Andrea, le grand test, enfin, en grand test, les ACE, PCE, niveau régional. Il y a une rencontre autour des écoquartiers. Oui. Bon, je ne sais pas si vous êtes informé ou s'il y a quelqu'un de grand test qui peut nous en dire plus. J'ai vu passer l'information. C'est vrai qu'il y a la question également de l'échelon auquel on est consulté. Les DREAL, jusqu'à présent, était l'échelon d'animation du niveau régional et donc de ces fameuses rencontres. Il faudra qu'on reparle de l'intérêt de ces effectivement réunions régionales où des questions comme celle des écoquartiers peuvent être évoquées. Le fait d'être en amont, de toute façon, ça c'est un grand classique des missions de conseil. Le conseil ne passe bien qu'à partir du moment où on est placé en amont. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, Pablo, j'ai même suggéré dans une note tout à fait récente que ce soit une condition de labellisation, mais tu sais, il faut toujours aller un petit cran, il faut un peu pousser pour obtenir un petit peu ça, il faut demander plus. Et donc, moi, j'ai carrément proposé que la condition de la labellisation, c'est que dès le début, la CE et le PCE, enfin bref, les conseils aient été sollicités. S'ils ne sont pas sollicités, déjà, il y a une sorte de malaise. Donc, carrément, dire deux conditions, consulter les conseils et puis qu'il y ait des pièces graphiques et qu'on les regarde. Et après ça, il y aura tout un travail à faire sur qu'est-ce qu'on regarde sur les pièces graphiques. Mais je pense que les écoquartiers, avec leurs 20 ans, avec les engagements et les 20, je ne me rappelle plus, indicateurs, voilà, gagneront en richesse sans se perdre dans des listes interminables, en sachant observer les pièces graphiques. Pas que les pièces graphiques, hein, d'ailleurs, le dossier. Parce que je prône les pièces graphiques comme entrée pour dire, mais vous savez, quand on dessine, on quantifie, on chiffre, on mesure, enfin, on dit plein de choses. Je vois qu'une main est levée et je voudrais laisser la parole. Oui, je précise juste aussi qu'on fait, enfin, tout à fait d'accord avec vos deux remarques, rejoignent, comme l'a dit Aline, les constats qu'on fait et on essaye de faire de l'information auprès de nos correspondants Ville Durable, des DDT, pour qu'ils associent bien l'ensemble des acteurs. Mais ce que je n'ai pas, enfin, peut-être vous êtes au courant, mais effectivement, on avait des réals qui nous relayaient beaucoup pour l'animation. Certaines continuent à le faire, d'autres malheureusement n'ont plus les missions écoquartier. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous, avec le turnover qu'il peut y avoir au niveau des correspondants Ville Durable en DDT, de réinformer et de leur envoyer les bons outils. On a des guides correspondants Ville Durable où on indique qu'il faut se rapprocher des ACE, PCE, mais ça a été un petit peu, et ça, bon, le Bureau des 4 n'a pas la main dessus, mais on essaye de faire en sorte que l'information passe bien, mais disons que ça ne nous a pas aidés. En fait, on peut aussi compter sur le fait que de plus en plus d'écoquartiers vont se faire dans une réflexion de la ville sur la ville et que par conséquent, le réseau des DRAC, dans une logique interministérielle, devra être sollicité et que ça peut être aussi un relais très intéressant. Quand on voit l'exemple de Fort-Calquier, on se dit que je ne sais pas si la DRAC a été consultée, mais c'est souhaitable. J'aimerais qu'on donne la parole à Sandra Planchès qui lève la main. Sandra, on t'écoute. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on ne te voit pas, mais on t'entend. Alors, il y a un écho, mais on entend. Il y a un écho parce que y a plusieurs. On est tous dans la même salle en bas, là, dans le même bâtiment. C'est assez horrible. Ah, vous pourriez peut-être vous débrancher, trois d'entre eux. Vous mettez-vous sur le J'ai
suis confrontée dans le bon sens du terme, à un sujet comme ça dans une petite commune pas très très loin de Pau, puisque moi je suis dans le 64, Pyrénées-Atlantiques. Et c'est un sujet assez intéressant parce que c'est vraiment une petite échelle, c'est 10-15 logements adossés à un lotissement qui est bon an, mal an, qui a été quand même relativement planté, qui est pas si mal, mais enfin, avec toutes les problématiques de limites mal faites, de tout un tas de choses. Donc, on a fait un avis assez précis là-dessus. Mais effectivement, on arrive à un moment, il n'y a pas grand-chose de fait, mais pourtant, il y a déjà le terrain attenant où il y a un projet pour la gendarmerie qui est déjà lancé. Et qu'est-ce que ça fabrique? Ça fabrique le fait que ce lotissement sera obligatoirement, enfin, écoquartier, ils veulent vraiment mettre le label écoquartier, sera déjà en cul-de-sac par rapport au lotissement existant. Donc déjà, il y a une dimension qui n'est pas respectée, c'est-à-dire que c'est pas fluide dans la ville, enfin, ça reprend tout ce qu'on veut. Ça a coupé. L'essence unique, enfin, le fait que ça soit mal connecté à la ville. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et le deuxième problème, quand ils nous énoncent les objectifs, ils sont tous très louables. Aménager la ville avec les habitants, donc associer les futurs habitants, développer les circulations douces, tout ce qu'on veut. J'essaie de sonder un peu comment ça allait se dessiner, se penser dans une dimension architecturale et paysagère. Là, il y a une vague étude qui est faite, mais par des gens qui ne sont pas forcément super compétents. Il peut cocher toutes les cases, ce futur quartier, et ressembler à rien en même temps. Et il aura son label. Donc, nous, on est archi-conseil et paysagiste conseil. Et je pense que cette dimension, peut-être plus subjective, mais plus sensible de l'intégration dans les territoires, ça passe aussi par des notions qui ne sont jamais dans les objectifs énoncés au départ. Donc, tout ça pour revenir aussi sur ce que disait Pablo, c'est qu'on peut arriver dans le sujet, nous on a fait encore une fois un avis très précis, etc. Mais je vous raconterai ce que ça donnera dans les mois qui suivent. Mais j'ai l'impression qu'on aura peu de marge de manœuvre en fait. C'est un peu, voilà, c'était le témoignage que je voulais transmettre. Merci. En tout cas, bon, la connectivité au reste du territoire, c'est quelque chose qui est formalisé dans les engagements. Donc, il y a forcément des cases qui ne vont pas cocher. Et donc, des projets maintenant, comme on demande un filtre plus fort au niveau de la DDT à l'entrée dans la démarche et qu'il n'y a plus de labellisation avant que le projet soit réalisé aujourd'hui, c'est typiquement un projet, et il y en a même qui vont perdre leur label à l'étape 2 s'ils ne se manifestent plus auprès de la DDT, donc leur ancien label. Donc là, typiquement, soit il n'est pas encore éco-projet, il ne le deviendra pas forcément s'il ne répond pas, qu'il ne coche pas, en tout cas, qu'il ne justifie pas pourquoi il ne coche pas cette case, ou en tout cas, qu'il ne démontre pas comment il envisage de pouvoir la cocher, et au moins la connectivité au reste du territoire, et il sera encore moins labellisé. Alors, moi, dans la nouvelle mouture. Moi, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus, c'est qu'effectivement, le fait de demander des pièces graphiques n'est pas du tout anodin, parce que dans la liste que nous donne, enfin que j'ai donnée, il y a la notion de plan général ou de plan guide, enfin quel que soit le plan, enfin un document qui montre qu'il y ait une réflexion à une échelle qui ne soit pas uniquement celle de l'écoquartier. Et je pense que ça, c'est le préalable, où on construit. Ça, c'est pourquoi c'est un écoquartier qui est là. Alors, Forcalquier, c'est facile, hein, c'était déjà au milieu de la ville, les connexions sont déjà faites, quoi qu'elles étaient à refaire, donc ils ont beaucoup travaillé sur l'espace public, apparemment. Je ne le connais pas plus que ça, on vient de le voir. Hein, mais il y a plein d'autres cas de figure où, effectivement, la question des équipements, selon la taille des écoquartiers, est-ce qu'il y a suffisamment d'équipements, où sont les services et les commerces, tout ça, ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser. Donc, il y a des échelles de réflexion. Donc, déjà dans la liste, finalement, donner une liste, ce n'est pas anodin, parce que qu'est-ce qu'on demande et à quelle étape? Donc, il y a aussi une notion de temporalisation dans cette histoire, c'est que ça permet de hiérarchiser les critères. On ne demande pas la même chose au même moment. Savoir si l'écoquartier a fait du lien social alors qu'on est en train de faire une esquisse,
c'est peut-être un petit peu trop tôt. On peut avoir des intentions, mais on ne peut rien vérifier à certains stades. Donc, il faut aussi, je pense que nous avons vraiment, je compte vraiment sur le fait que, enfin, j'ai bon espoir, c'est ça que je veux dire, que le fait de solliciter nos réseaux de conseils soit une façon d'avancer sur des sujets qui sont restés vides jusqu'à présent. Enfin, je vois qu'il y a encore des mains levées. Oui, on va écouter toutes les questions, on pourrait en parler encore, mais la connexion au reste de la ville, c'est vraiment depuis le début l'idée que l'écoquartier diffuse et qu'il ne soit surtout pas une enclave, un territoire dans lequel il s'inscrit et une bulle fermée sans aucune connexion. C'est vraiment l'inverse de notre philosophie. Sandra, ça va comme réponse ou tu veux, enfin comme réponse ou comme discussion, tu as toujours la main levée ou c'est parce que on continue avec Sandra ou c'est Anne? Enfin, débrouillez-vous, vous êtes dans la même salle. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, attends, je vais même mettre l'image. On te voit aussi. Oui, non, mais c'est un petit peu dans la suite de toutes ces questions. C'était comment la labellisation, puisqu'on a parlé, prend en compte l'inscription, surtout dans les centres anciens, de l'histoire, de l'inscription historique et culturelle du projet. Et bien entendu, comment se pose le problème de la démolition, comment il est pris en compte dans la labellisation. Parce que moi, j'ai eu aussi, en termes de retour d'expérience, par exemple, il y avait un projet sur une caserne à Limoges, avec des bâtiments anciens intéressants, une démarche d'inscription urbaine dans un centre ancien constitué, avec quand même un maillage associé à l'inscription de cette caserne, et la ville avec un désir de faire un écoquartier dans cette ancienne caserne, et les projets présentés ne prenaient absolument pas en compte la qualité de la forme urbaine historique. Voilà. Oui, et démolissaient tous les bâtiments de qualité. Ça, c'est vraiment un point. Oui, on a un engagement parmi les 20, l'engagement 10, qui est de valoriser le patrimoine, l'histoire et l'identité du site et de ses habitants, et qu'on a retravaillé avec toi aussi, Aline, mais qui était déjà existant, mais qu'on a renforcé. Avec aussi un élément de doctrine qu'on a renforcé sur la démolition, un écoquartier qui n'apporterait pas, c'est un peu comme pour l'extension urbaine, la justification et qui ne ferait pas d'études avant la démolition qui pourrait justifier, parce que parfois, effectivement, on en a beaucoup parlé lors de notre séminaire avec le correspondant Ville Durable, c'était des bâtiments de l'architecte Lode. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, et malheureusement, bon, il y avait eu des tentatives de rénovation, etc. Et puis, il y avait eu toute une étude, mais il y avait eu un incendie, des morts, bon, très amianté, un cumul qui fait que là, même s'il y avait un geste architectural et une signature, bon, à un moment, le risque était trop fort et qu'il a fallu démolir. Mais là, on a vraiment renforcé aussi cet élément de doctrine, parce que je pense que j'étais à la même commission où effectivement, j'ai entendu des regrets à juste titre qu'il n'y ait eu qu'un mur de conservé, alors que d'autres éléments du patrimoine auraient pu être valorisés. Et donc ça, c'est dans le renouvellement du référentiel écoquartier, un point sur lequel on insiste encore plus, et qui va dans le sens de refaire encore plus la ville sur la ville avec l'existant. Et avant de passer la parole à Isabelle, juste une précision, nous avons pas mal échangé avec Florence sur le sujet également, d'arriver à faire en sorte de ne surtout pas opposer la notion de patrimoine culturel ou existant à celle des écoquartiers. Et dans ce sens, il convient vraiment de mettre à contribution également tout le réseau des DRAC, et donc en particulier les ACE en DRAC. Il faut vraiment les inviter à se positionner et à aborder la question des écoquartiers,
Parfois, il y a beaucoup de retours, enfin en DGLN, on entend beaucoup de retours ou de visions du monde de la culture comme étant une sorte d'opposition à l'évolution. Bon, la question des panneaux photovoltaïques et des notions liées aux attentes d'isolation performante et autres, ce sont des sujets qu'il faut aborder avec les ABF, avec les architectes conseils, pas sur les mêmes registres, mais il faut entretenir un dialogue qui a de fortes chances d'être positif. Et qu'on a souhaité mettre à l'ordre de la prochaine journée de remise des labels écoquartiers. Il y aura des tables rondes notamment sur ce qu'on co-construit avec le ministère de la Culture sur les sujets qu'Aline vient d'évoquer. Mais je vois qu'il y a une autre question, une autre main levée. Isabelle, on t'écoute, Isabelle. Oui, vous m'entendez? Oui. Juste un témoignage, puisque notre binôme ACE-PCE a été, lui, mis tout de suite dans la boucle. On travaille sur l'écoquartier de Failly-aux-Loges dans le Loiret, donc avec la DDT directement. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux programmes, en fait, parce que le premier projet d'écoquartier, enfin, auquel ils avaient un petit peu candidaté, a été abandonné. Et suite à une visite effectivement sur site, on est parti sur la question de l'écoquartier multisite en densification urbaine. Donc je voulais juste dire qu'à la fois pour aller dans le sens de Pablo, là on est très en amont, donc on a été associé par la DDT tout de suite. Et puis effectivement sous une autre forme aussi, ce système de multisite, parce que effectivement la mairie, la commune avait déjà commencé à développer plein de petits projets. Et le sujet, c'était un petit peu d'articuler tout ça autour des problématiques des écoquartiers, des bons indicateurs, disons. Et on travaille depuis le début avec le CEREMA. Donc la semaine prochaine, on remet la note d'enjeu, en fait, où il y a eu le diagnostic. Et justement, on a insisté auprès du CEREMA pour que la commune prenne une équipe de maîtrise d'œuvre, disons, de programmation, et qu'on travaille avec des plans, justement, qui fassent vraiment une faisabilité et qu'ils articulent tout, et faire un plan guide à terme, de proposer un plan guide. Donc, c'est dans le cahier des charges de l'équipe qui doit être retenu. Et nous, on doit participer aussi à la sélection de cette équipe. Voilà, donc je pense que ça y est, on a intégré, avec la DDT 45, on a intégré ce nouveau processus pour les écoquartiers. Voilà, c'était juste ce témoignage. Merci pour le témoignage effectivement, Failly-aux-Loges fait partie des projets qui bénéficient de l'accompagnement du CEREMA, hein, donc le nouvel accompagnement qu'on a mis en place depuis l'an dernier, qu'a évoqué Colin, et qu'on a eu suffisamment tôt pour pouvoir réorienter, parce que cette année encore, on se heurte, et c'est ça qui est un petit peu, et donc je t'appelle à vous aussi, hein, si vous avez connaissance de projets sur les territoires qui ont une volonté de vraiment faire de l'aménagement durable, un projet d'aménagement durable, et qui sont à un stade où ils ont juste besoin d'être accompagnés et guidés, de leur dire de postuler aux différents accompagnements, parce qu'on en a beaucoup, malheureusement. C'est déjà le lieu d'implantation qui est fixé, qui ne va pas. Et là, alors Failly-aux-Loges, voilà, j'avais compris que ça avait pu effectivement, et merci de travailler sur et d'accompagner et d'y participer, que ça avait pu être rattrapé entre guillemets. Et le multisite, c'est quelque chose dont peut-être Colin, tu voudras en dire un mot. C'est un autre élément de doctrine sur lequel on travaille aussi, parce que ça doit aller aussi vers là dans certains cas. Donc voilà, et la difficulté, et nous en centrale, on n'est pas sur le terrain, on aide, on fait de la communication, on fait des flyers, on donne tout ce qu'on peut comme matière à nos correspondants Ville Durable pour qu'ils diffusent sur le territoire, mais c'est eux qui vont chercher les projets, et nous on n'est pas sur les territoires, ça on ne peut pas le faire. Et quand ils arrivent trop tard, c'est un peu frustrant pour tout le monde. Donc le retour, je pense qu'il y a une véritable aussi dynamique à mettre en place sur les retours que le réseau des ACE peut faire sur
les exemples. Alors, et forcément, on cherche les exemples positifs, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas les ériger en exemple, mais il faut qu'on en discute. Donc, il faut aussi que ça se sache, peut-être, un point dur qu'on pourrait lever à partir du moment où il est levable. Hein. C'est-à-dire, il ne suffit pas de faire un constat, c'est-à-dire, c'est plutôt qu'est-ce qu'on propose, en fait, pour avancer. Donc, oui, c'est de bon augure de voir que des pratiques sont très positives dans le bon sens. Et le multisite, je pense qu'un centre ancien est une piste vraiment à retenir. Je vois que la main de Lionel s'est levée. Peut-être qu'on va lui donner la parole. C'est pas peut-être, c'est sûr. On t'écoute, Lionel. À moins que Colin, tu voulais rajouter quelque chose sur le multisite, peut-être. Je vois que tu as allumé la caméra. Non, moi, je reste à votre disposition sur le multisite, pardon, mais effectivement, j'entendais la discussion, je trouvais très intéressant, Isabelle, ce que vous mentionniez dans le Loiret, et on a plusieurs exemples, mais je pourrais aussi répondre à chacun qui le souhaiterait individuellement, mais on a plusieurs exemples de multisites sur plusieurs projets en France, notamment en Bretagne, on en a beaucoup, qui viennent comme ça travailler sur un bâtiment dans un village, un autre bâtiment dans un hameau et rénover du bâti et faire que ces milieux puissent habiter et vivre ensemble. Ça, c'est une démarche qu'on est en train d'accentuer. Et il y a un exemple connu, il est à Jugon-les-Lacs, dans le 22, dans les Côtes-d'Armor. Et dans le diaporama, je crois que c'est évoqué dans la vidéo de la Réal Bretagne, qui sont présentés, peut-être pas, que j'ai indiqué sur le diaporama. On va vérifier. Oui, forcément. Lionel. Alors, Lionel, oui, parce qu'on vous donne la parole. On t'écoute, Lionel. Bonjour, merci pour ce débat et cet exposé. Je voulais juste intervenir sur un point que sont les indicateurs de durabilité urbaine, en fait, qui sont, qui sont sous-jacents, en fait, aux critères d'évaluation qui est donc la grille d'analyse concernant le label Écoquartier. Il se trouve que je pense que j'étais juge et partie d'ailleurs, parce que je suis en Guadeloupe, ACE en Guadeloupe, donc c'était conseil en Guadeloupe. Et j'ai accompagné le projet, on continue hein, avec la DEAL et Paysagiste Conseil de l'État, à accompagner le projet de Morne-à-l'eau, Cœur de Grippon. Qui a eu la labellisation d'ailleurs, je crois, stade 2, c'était en 2019, hein, je pense. Et il se trouve que j'avais été sollicité pour être dans dans le comité des experts pour aussi pour la DGALM. Enfin. Ça, normalement, c'est pas. Et donc, on s'est trouvé confronté, c'est-à-dire que pour moi, ça a toujours été c'est une démarche exemplaire parce que cet écoquartier, en fait, il a été très difficile à évaluer. En même temps, il se situe dans le centre-ville, sur du diffus, sur des parcelles diffuses, et sur ce que vous évoquiez aussi, en fait, une réhabilitation d'un patrimoine qui existe, un patrimoine extrêmement fragile, qui est donc réinvesti. Et, et il nous a fallu, lors surtout toute la démarche en fait de projet et, et dans une démarche d'écoquartier, dans laquelle on s'est beaucoup interrogé sur les indicateurs de durabilité urbaine, qui ne sont pas du tout les mêmes, évidemment, sous un climat tropical insulaire, qu'en métropole ou dans l'Hexagone, ou enfin sous un climat tempéré. Et il y a eu donc tout un travail sur cette recherche, notamment, même si c'est très éloigné, mais on a des similitudes, avec aussi les expériences qui ont pu être faites à La Réunion, l'île de La Réunion. Et ensuite, tout ça se passe très bien dans la démarche de projet. Ces indicateurs de durabilité urbaine, en fait, quand sont mis en exergue, on travaille dessus. Et ensuite, quand il a fallu, en fait, il s'est trouvé que donc je me retrouve dans le comité d'experts, et le projet de Morne-à-l'eau arrive. Et
ça a été intéressant comme expérience. Je l'avais fait à l'époque avec Yasmine Votor, hein, qui a été d'ailleurs, que vous connaissez, hein, qui est d'ailleurs maintenant aussi en poste en Guadeloupe. Oui. Elle était au ministère avant. Et donc, il y a eu tout ce travail, en fin de compte, presque de retranscription. En fait, on a eu un gros travail au niveau donc, de l'expertise pour, même si la démarche est complètement intelligible, mais il fallait mettre des mots là-dessus, c'est-à-dire sur ces indicateurs de durabilité urbaine extrêmement particuliers, que je ne vais pas vous énoncer parce que c'est un peu plus, ce serait un peu long, mais c'était donc la difficulté de l'expertise a été dans la traduction en fait Oui. des indicateurs dans le cadre des critères. Voilà, je tenais à parler de cette expérience où effectivement on est sur notre climat, euh, Oui, je notre trouve ça, climat hexagonal, c'est très intéressant parce que et, euh, et on a parlé aussi de, de quartiers qui sont bâtis dans les départements d'outre-mer. Mais il y a eu des références. Voilà. Merci, oui, pour le témoignage. Je retrouve pas. On a notre collègue Bruno Bessis qui s'occupe plus spécifiquement du territoire outre-mer et qui est là depuis le lancement de la démarche, qui est notre mémoire. Alors, il n'est pas dans le bureau AD4, mais il en a la sous-direction. Et il y a eu en tout cas, alors je ne sais pas, on va le partager, si ça, à quoi ça aboutit, mais des tentatives enfin, des réflexions en tout cas pour avoir un référentiel sur l'écoquartier pour spécifique. Alors, outre-mer, aux Antilles. après, Enfin, c'est pas le même. Ils ont chacun aussi leur spécificité. Donc, Oui. Mais il y a eu des réflexions, mais je ne veux pas dire de bêtises, je retrouverai bien. Il nous dira pour vous donner l'information, peut-être des éléments qui peuvent intéresser aussi tout le monde, puisqu'il y a déjà eu des réflexions sur le sujet, parce que vous avez tout à fait raison, c'est des contextes enfin, très comme je l'ai particulier. dit en introduction. On essaye de l'intégrer dans notre référentiel, mais c'est quand même, surtout maintenant avec enfin, pourquoi que depuis le début, mais on a renforcé bien sûr le référentiel écoquartier sur les aspects de résilience, d'adaptation au changement climatique, etc., et qui peut se poser en termes un peu différents. Mais le sujet qu'aborde Lionel, alors effectivement, la Guadeloupe, enfin comment dire, les territoires insulaires dans les îles n'ont pas du tout le même climat que la métropole, mais ceci dit, même à l'échelle de la métropole, le sujet existe et je pense que ça rejoint la question de la territorialisation, pour reprendre un terme qui est quand même beaucoup pratiqué enfin, qui fait partie des préoccupations actuelles dans les politiques publiques. Et la territorialisation, elle peut également intervenir dans les indicateurs. Et peut-être que là, on a franchement besoin de vous, c'est-à-dire écoquartier en Normandie, écoquartier à Lyon, écoquartier à Nîmes, en Guadeloupe, ou je ne sais, enfin bref, il y a vraiment sans doute des différences sur les préoccupations et donc aussi une hiérarchisation des choses. Ce n'est pas qu'une question de climat, c'est également une question culturelle et des usages qui sont forcément liés au climat en général, mais pas uniquement liés aux ressources. Enfin, c'est un faisceau de contingences et je pense qu'effectivement, c'est là peut-être également, on a sans doute, je pense, effectivement des choses à apporter pour que ces faisceaux d'indicateurs qui pour l'instant sont peut-être un petit peu pléthoriques, parfois, il manque le bon indicateur, parfois, il y en a une liste en trop. Enfin bon, je pense que là, je pense qu'on a une piste également de simplification et de pertinence peut-être à apporter dans nos missions de conseil. Enfin, Oui, ben, c'est issu de tout la à fait. réflexion de Lionel. Hein, Et après, sur le sujet, effectivement, normalement, vous êtes soit expert, soit accompagnateur. Ah oui, Mon micro n'est Ça, plus c'est coupé. vrai que Mais juste, normalement, c'est aussi c'est- enfin, dans cet échange et pour rejoindre ce que tu disais, Aline, c'est ce qui est intéressant, en fin de compte, en conclusion de cette expérience sur l'écoquartier de Morne-à-l'Eau. Euh, quand je dis, quand on dit que les indicateurs de durabilité urbaine, effectivement, sont différents, en fait, c'est pas tant la définition de l'indicateur de durabilité urbaine et du cochage de la croix
qu'on doit faire dans l'évaluation par critères, c'est, pour revenir à ce que tu disais et ce qu'a dit aussi Pablo, c'est la question de la démarche de projet, en fait. Et ça, la démonstration qu'on a, je parle là en tant que, quand on est expert et qu'on doit démontrer parce que c'est cette démonstration qui nous fait, c'est la qualité de cette démarche de projet qui a bien pris en compte en fait une problématique et qui va répondre par le projet, par qui visera effectivement à la labellisation écoquartier, mais par le projet, à rendre les habitants heureux. En gros, c'est quand même ça le final. Et donc, c'est effectivement, quand on regarde les documents, et là je reviens sur ce qui était donné. Moi, j'avais quelques documents graphiques, effectivement, comme je vous le disais, parce que j'avais été, j'ai accompagné le projet. Mais c'est vraiment sur cela, je pense qu'il faut que, enfin, nous, c'est notre, en tant que conseil, c'est là que l'on se place, et c'est pour ça qu'on est architecte conseil. C'est notre spécificité se situe vraiment là sur la démarche de projet. Et c'est vrai que lorsque on a à émettre cet avis sur la labellisation écoquartier. Bon, déjà, il nous faut de la matière pour ça, si on ne connaît pas les projets. Mais ensuite, c'est un commentaire libre hein, on a le droit de faire, enfin que l'on fait. Mais je pense que c'est la question essentielle, plus que l'indicateur en fait. Hein. C'est la question essentielle. C'est ça qu'on doit mettre en exergue. Oui. Non, non, mais on se rejoint. Hein. Merci pour cette. Alors maintenant, je remets le son. On se rejoint sur l'amour, le voilà. projet, voilà. Merci beaucoup. C'est compliqué ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais comme l'a dit Alina, n'hésitez pas aussi après, si ça soulève des réflexions, des interrogations, des propositions, à revenir soit auprès d'Aline qui peut venir après vous synthétiser ou directement auprès de mon bureau comme vous le souhaitez. On est preneur. Oui, je pense qu'effectivement, il faut se dire que le renouvellement de la démarche, c'est work in progress et on a besoin de s'interroger ensemble, enfin d'avancer ensemble. Et si vous avez des remarques, évidemment, il faut vraiment les faire pour aller dans le sens, dans le bon sens. Et je pense c'est aussi une manière de parler d'architecture, de projet et d'aller vers une amélioration du cadre de vie, ce qui est l'objectif recherché dans toutes ses dimensions, qu'elles soient quantitatives, mais également qualitatives. L'un ne va pas sans l'autre. Et sur des sujets qui ne sont pas forcément facilement abordés par les personnes qui ne sont pas dans notre profession. Donc, il faut aussi que nous acceptions de prendre les sujets tels qu'ils sont abordés pour arriver à infléchir, à accompagner, aborder, guider vers. Je pense que dans l'émission de conseil, on est un peu là pour ça. Et donc, plus on aura de matière pour aller issue de nos réflexions et plus on le fera savoir, plus il y aura des chances que les choses progressent dans le... Et fasse effet levier. Enfin, oui, l'objectif, c'est ça. Hein, transformer les façons de faire sur le territoire. Je pense qu'on a les mêmes objectifs et sensibiliser et accompagner. Et c'est pour ça aussi, hein, on parlait de l'accompagnement CEREMA, des fois on a des questions parce qu'on a un jury de sélection et il y a certains endroits où le projet, bon, il n'est pas forcément, on se dit que ça ne fera pas un projet labellisé écoquartier, mais quand s'il y a quand même des bonnes intentions et que sur le territoire, on sait qu'il n'y a pas trop d'aménageurs qui sont sensibilisés à ces questions, qu'il n'y a pas beaucoup d'écoquartiers ou de bonnes pratiques, bah, des fois, ça vaut le coup quand même d'y aller pour essayer de diffuser. Je pense qu'il faut y aller. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le ministère a ses habitudes de travail et qu'il a ses, entre guillemets, bureaux d'études habituels, tels que le CEREMA, ou ses interlocuteurs habituels, le CEREMA, la Banque des territoires,
plein de formations et de fondations France Ville Durable ou autres. Ce sont vraiment des interlocuteurs communs et habituels. Mais sachons-nous une chose, c'est que parmi dans ces interlocuteurs, il y a très peu d'architectes. Même si l'ordre des architectes il est ponctuellement consulté, je pense que nous sommes au sein du tissu des administrations et il me semble particulièrement important qu'on soit présent dans leur façon de travailler et qu'on les accompagne, enfin qu'on les aide et qu'on parle de plus en plus d'architecture. Je revendique l'usage du mot architecture, urbanisme, pour lesquels, qui est notre vrai champ de compétences professionnelles, celui de la représentation graphique préalable au projet et dans l'accompagnement du projet comme outil de réflexion. Alors, on mettra sur le site des architectes conseils les documents. Tu n'y vois pas d'inconvénient, Florence, de nous donner ton PowerPoint? Non, pas du tout. Les liens également sur le site dédié des écoquartiers. Oui, il est sur le PowerPoint. Et en particulier également la circulaire, parce que la circulaire, elle a quand même une valeur sur laquelle, c'est un document sur lequel nous pouvons nous appuyer. Voilà, écoutez, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres réflexions. Y a-t-il d'autres réflexions? Pas de main levée. Merci beaucoup. Voilà. Vous nous avez donné la parole. Anne. Anne. On t'écoute, Anne. Juste pour le mot de la fin. Allô? Oui, on t'entend pas bien. Il y a un peu d'écho. Mais... C'est bon, vous m'entendez. Voilà. Attends, je mets l'image aussi. Oui, pour le mot de la fin, c'est concernant les appuis financiers. Par exemple, justement, j'ai vu qu'il y avait la Banque des territoires qui pouvait intervenir, surtout de projets portés par des bailleurs sociaux, de pouvoir en effet faire des projets exemplaires et de pouvoir bénéficier d'un soutien. Est-ce que la démarche écoquartier, qu'est-ce qu'elle aurait leur apporter? Alors, en termes financiers, donc pour l'instant, on a dans nos dispositifs qu'on pilote, comme par exemple pour le Fonds vert, on pilote la mesure naturation au sein des villes et des villages, et au sein de la sous-direction, il y a aussi la mesure recyclage foncier qui existait déjà auparavant, c'est le fonds friche. On a bien spécifié, nous, dans les règles des cahiers d'accompagnement, et on fait bien la promotion, que lorsque les projets sont intégrés dans des démarches comme les écoquartiers, par exemple, pas que, parce qu'on n'est pas, j'en ai pas parlé, je ne pouvais pas tout dire, mais on essaye aussi de travailler en articulation avec les autres dispositifs Petites Villes de demain. Enfin, l'un n'empêche absolument pas l'autre, et quand il peut bénéficier de plusieurs dispositifs, généralement, c'est bien mieux pour le porteur de projet. Donc, ils sont prioritaires dans les critères d'éligibilité pour le fonds vert, par exemple. Maintenant, il est vrai qu'on essaye d'avoir un peu des financements plus spécifiques pour les porteurs d'éco-projets ou d'éco-quartiers. Donc, on travaille avec la Banque des territoires. Peut-être, Colin, tu peux... On ne peut pas, il va y avoir bientôt un webinaire où la Banque des territoires présentera elle-même ce qui est offert donc est possible pour les éco-projets et éco-quartiers. On travaille avec eux. C'est dans la circulaire aussi, hein, ils se sont engagés, si tu veux en dire un mot, mais on ne peut pas en dire beaucoup puisque ce n'est pas encore finalisé, et une note, en tout cas on peut vous dire qu'une note sera bientôt envoyée au DDT sur le sujet. Oui, pour compléter Florence et pour en dire vraiment un mot, parce que comme tu le disais, effectivement, on va l'annoncer dans le mois qui vient, mais il y aura donc un cofinancement, donc, notamment pour des études, pour mieux orienter le projet en amont, notamment s'agissant de la stratégie de trajectoire ZAN, donc la sobriété foncière. Et puis il y aura ensuite des financements sous forme de prêts, qui là seront également, et d'investissements qui seront aussi accordés pour faire converger les écoquartiers vers une démarche qui soit donc du renouvellement et non plus de l'artificialisation des sols. Voilà, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus puisque la note officielle va bientôt partir et que
en discussion au niveau de nos hiérarchies. Mais on y travaille, hein, parce que c'est vrai que c'est surtout pour les porteurs de projets, les collectivités qui disposent de peu d'ingénierie. Si on veut faire bien le projet, ça demande aussi des moyens dès l'amont et c'est pas simple. On a mis en place des accompagnements gratuits. L'accompagnement CEREMA, c'est quand même presque gratuit, 7 000 € sur 3 ans. On prend en charge une grande partie, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux. Enfin, c'est quand même aussi un enjeu et un levier de pouvoir apporter des financements. Donc, on y travaille. Comme on travaille avec nos partenaires, l'AMF est maintenant un partenaire de la démarche. Ils ont signé en présence du ministre délégué au logement l'an dernier la charte partenariale écoquartier. Et donc, ils nous ont proposé qu'on puisse faire un webinaire sur la démarche écoquartier en octobre ou novembre dans leur réseau. Donc, vous vous en doutez, l'AMF peut avoir une résonance auprès de l'ensemble des porteurs de projets supérieure à la nôtre. Donc, on est ravis. Mais tout ça, c'est du travail au quotidien. Oui, donc en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions en cours et que la partie financière devient aussi un élément non négligeable et sans doute motivant pour les porteurs de projets et sera une sorte de carotte, une façon de les guider également vers la qualité. Raison de plus, je me répète peut-être un peu, mais enfin, le but c'était aussi ça, c'est mobilisons le réseau des ACE et travaillons aussi ensemble pour faire des propositions efficaces à nos services, aux services qui nous sollicitent. Voilà, vous êtes les bienvenus dans cette démarche d'amélioration continue de la démarche écoquartier. Merci en tout cas à vous tous et on vous envoie les documents. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on va considérer qu'on peut clore la séance. La séance. Et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous tous pour votre participation, pour toutes ces discussions et nous sommes très heureux que ce midi à 2 sur le sujet ait pu être abordé et nous espérons qu'il trouvera des continuations grâce à vos observations. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.